Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi, Elodie, comment vas-tu ? Salut Léo, je vais très bien et toi ? Eh bien écoute, superbe, je passe une excellente journée et je suis ravi de la conclure avec un enregistrement de ce podcast avec toi. Donc on est aujourd'hui sur Tam Tam et on est dans l'épisode numéro 2. Et ensemble, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant, c'est le matching. Comment est-ce qu'en fait on peut arriver à créer la bonne adéquation, le bon lien entre une entreprise et un candidat ou une candidate. Et t'es l'experte de ce domaine parce que du coup c'est ce que tu fais au quotidien et t'as un rôle un peu particulier que tu vas nous expliquer juste après. Mais pour ceux qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais disons 30 secondes, 1 minute, nous dire, Elodie, qui tu es ? Alors du coup, pour me décrire rapidement, donc moi j'ai 4 ans d'expérience en recrutement. J'ai fait ces 4 ans dans différents types de structures, des grands groupes, des PME, des startups et j'ai fait du recrutement sur tout type de postes, des techs, des financiers, des sales et de toute seniorité. Et là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint Serena en tant que Talent Acquisition Manager sur ce job un peu particulier de Talent Acquisition Manager en VC du coup, car mon rôle est exclusivement dédié aux startups de notre portefeuille, donc les startups dans lesquelles on a investi. Trop bien. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit ça peut être cool de faire un épisode ensemble parce que tu as un rôle, je pense, quasiment unique. Je pense que tu dois être une rare personne en France qui fait le job que tu fais aujourd'hui. Avant qu'on creuse sur ton rôle chez Serena, est-ce que pour ceux peut-être qui ne savent pas, le VC en genre 20-30 secondes, comment ça fonctionne ? Alors un VC, c'est une entreprise qui lève des fonds, donc qui récupère de l'argent d'institutionnels, par exemple des banques, des assureurs, et ensuite investit cet argent dans des startups pour faire fructifier cet argent. On investit, nous aujourd'hui, VC, c'est Venture Capital et c'est Capital Risque en français, dans des structures early stage. Donc, on va faire du seed, pre-seed, Series A et Series B. Ok, trop bien. Et du coup, t'as plein d'entreprises avec lesquelles tu es en contact et c'est pour ça qu'en fait, ton rôle aujourd'hui est un rôle assez unique. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, t'as pas... Déjà, avant, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais au quotidien parce que du coup, tu dois faire 1001 choses. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui chez Serena ? Alors, mon quotidien, il est assez... Donc déjà, il est très varié. Je fais des choses très différentes tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un de très structuré. Et en fait, en 1 an, je n'ai pas trouvé la bonne solution d'organiser mon agenda pour tout ce que j'ai à faire dans une journée classique qu'on pourrait retrouver de recruteur. Mon quotidien, il se découpe généralement en 3 parties. J'ai une partie qui est orientée accompagnement des startups avec lesquelles j'échange sur leurs problématiques liées au recrutement. Je réponds à leurs questions sur ces sujets, etc. J'ai une deuxième partie qui est très orientée candidat, forcément. Donc, je rencontre des candidats. J'ai une dernière partie qui est aussi faire de la veille et pouvoir échanger avec des recruteurs de l'écosystème, lire des articles autour de ça, faire des conférences pour me tenir informée des nouveautés sur le recrutement et pouvoir les partager avec les startups. Ok, donc on pourrait dire que tu as un rôle en gros triangulaire entre des entreprises, des candidats et le reste de la communauté recruteurs, recruteuses du coup sur Paris et ailleurs. Et du coup, via ça, tu n'as pas le choix en fait que d'être doué dans ce qu'on appelle le matching et du coup, ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que ton rôle en fait, c'est de faire se rencontrer des gens. Pourquoi du coup, est-ce que c'est si important pour toi de faire ce matching-là ?
Alors du coup, j'aimerais bien revenir sur pourquoi chez Serena on fait ça et ce qui est important. En fait, chez Serena, on a toujours eu un ADN très opérationnel. On a été guidé par une réelle volonté de mettre un maximum de ressources actionnables, concrètes à disposition des startups dans lesquelles on a investi pour qu'elles puissent en fait tacler leurs challenges avec toutes les clés possibles pour atteindre leurs objectifs dans les meilleurs délais et trouver les méthodes les plus appropriées. Et comme je te le disais, donc nous, on investit dans des startups early stage et l'humain est très important dans ces structures-là pour deux raisons. La première, c'est que avoir la bonne personne au bon poste apportera les bonnes clés pour développer un produit, par exemple, développer une stratégie sales. Et aussi, quand on n'a pas fait le bon recrutement, ça impacte directement la structure parce que ça nous coûte forcément. Et en plus, on retarde le moment de pouvoir lancer son produit, pouvoir attaquer le marché par la suite. Donc le recrutement est vraiment stratégique à ce moment de la taille d'une entreprise. Ok, ouais, plus les gens arrivent tôt dans une boîte, de toute façon, plus ils ont d'impact. Enfin, proportionnellement, tu vois, quand tu es, je sais pas, dans les 10 premiers, du coup, une personne, c'est 10%. Dans les 1000 premiers, ça représente plus rien. En fait, c'est 0, quelque chose %. Donc, du coup, ton rôle, il est crucial ici. Et du coup, comment est-ce que tu fais, en fait, comment est-ce que tu t'assures, en fait, de créer justement ce lien entre entreprise A, la meilleure entreprise, et candidat numéro A. Comment, du coup, candidat A, comment tu fais le lien entre les deux? Comment tu fais ces matchs? Alors ça, c'est une vaste question. Il faut d'abord pouvoir bien traquer en fait toutes les startups de notre portefeuille. Aujourd'hui, on en a 50 dans le portefeuille. Donc moi, c'est simple, j'ai un fichier en fait où je recense tous les postes ouverts de nos startups. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que je vais principalement me focuser sur les jobs de top manager, donc C-level, head of et VP. Et manager, et les postes qui peuvent être pénuriques à certains moments de l'année, type recruteur, product manager, etc. Et en fait, je recense tous ces postes, je fais en sorte d'être en lien avec les nouvelles boîtes qui rejoignent notre portefeuille pour qu'elles me pitchent leurs projets, pour bien comprendre ce qu'ils font, bien comprendre la culture, etc., pour pouvoir un peu m'approprier tout ça. Et après, de l'autre côté, l'idée, c'est de pouvoir avoir une approche scalable et en fait de tout simplement rassembler les typologies de postes. Par exemple, si j'ai 10 postes de CPO ouverts ou 5 postes de Chief People Officer ouverts, concentrer mes forces en fait sur ces jobs-là parce que je sais que j'aurai plus d'impact parce que je servirai le plus grand nombre en me focusant sur ceux qui sont le plus recherchés. Et ça, c'est une des 3 approches qu'on a chez Serena qui est le one-to-many, donc pouvoir accompagner le plus de personnes possible et avoir une approche scalable. Ça a l'air hyper dur comme job. T'es toute seule à faire ça? Alors aujourd'hui, oui, je suis toute seule à faire ça. Et ça marche parce que justement, j'ai développé cette approche de matching et de suivre un vivier de candidats et pas de faire, par exemple, que de l'approche directe qui est très efficace parce que convertit bien, mais qui est très chronophage in fine dans le côté approche directe, aller chercher le candidat, l'engager, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut adapter en fonction des recrutements. Ouais, vu que tu es en plus entre les deux, tu peux pas faire que de l'approche directe parce que du coup, tu sais pas si tu vas vraiment être en lien avec la boîte. Et du coup, ton temps, en fait, il est hyper rentable quand du coup, tu mets à profit de et tous les candidats et toutes les entreprises. Du coup, est-ce que tu penses que c'est pas ce que devrait être le recrutement aujourd'hui, tu vois, genre d'avoir un lien entre tous les candidats et toutes les entreprises, alors qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas? Idéalement, oui, ce serait top que chaque boîte puisse s'appuyer sur son vivier. En fait, ce que je trouve dommage, et c'est ce que j'ai remarqué dans mon ancienne vie de recruteuse in-house, c'est qu'en fait, dès qu'on a un nouveau poste d'ouvert, c'est un réflexe que très peu de recruteurs ont d'aller regarder dans leur base de candidats. En fait, on a tendance à se dire, ok, on fait le suivi avec le manager, on prend le brief, on met en place sa stratégie de recrutement. Et après, on va tout de suite
aller faire de l'outbound ou de l'inbound, mais on va pas juste regarder notre vivier et vous regardez si dans ce vivier, en fait, il n'y a pas des candidats qu'on pourrait aller chercher parce que potentiellement des candidats déjà engagés parce qu'ils ont eu un premier échange et des candidats qu'on a rencontrés il y a 2-3 ans qui sont à un moment où ils vont réfléchir à partir, en fait. Ça, c'est un moyen facile. Et un premier moyen que je pense tous les recruteurs devraient vous regarder lorsqu'ils lancent une recherche pour un poste en particulier. Je suis 1000% d'accord, c'est un truc que je répète à longueur de journée à plein de gens, parce que du coup, en fait, ils sont déjà engagés, ces personnes-là. C'est toujours quand tu fais l'achat sur LinkedIn, les gens que tu connais pas, ils te connaissent pas du tout. Quand tu mets une annonce que les gens te connaissent pas, ils postulent, c'est pareil. En revanche, du coup, quand tu as déjà un pipe de candidats, ils savent déjà qui tu es, ils ont déjà fait l'effort potentiellement de candidater où ils ont été chassés et tu leur as parlé, donc ils ont déjà une base d'engagement. Alors peut-être si c'était il y a 3 ans, ils sont un peu moins engagés que si c'était aujourd'hui, Clairement. mais du coup, ils partent pas de zéro. Et c'est là où du coup, c'est dingue. Et du coup, toi, ce que tu nous disais quand on préparait ensemble le podcast, c'est qu'il y a 2 manières de faire. Enfin, en fait, tu t'assures de faire du coup du candidate care, ce qu'on appelle du candidate care, ce qui te permet ensuite d'être efficace dans ta partie nurturing. Donc quand on parle de nurturing, c'est l'engagement sur le long terme de tes candidats et tes candidates. Ouais, tout à fait. Si on parle du coup direct dans le parti concret, donc le candidate care, beaucoup de gens en parlent. Moi le premier, j'en ai parlé. Comment du coup concrètement tu t'assures de créer du coup une expérience candidat, un candidate care qui soit efficace? Alors pour moi déjà, l'expérience candidat, elle commence dès la candidature envoyée sur ton job board par exemple. Et en fait, j'ai quelques règles qui demandent un peu de discipline, que j'applique systématiquement. D'abord, nous, quand on a un typeform pour que les candidats postulent au Talent Club de Serena, et en fait, lorsque quelqu'un postule à ce Talent Club, on leur dit qu'ils auront une réponse dans les 7 jours ils ont une réponse dans les 7 jours. Et après, cette règle des 7 jours, je les maintiens sur premier call téléphonique et après, en fait, je fais un suivi tous les 7 jours de toute façon de tous mes candidats. Et ça, c'est de la discipline. J'ai 1 à 2 heures toutes les semaines qui sont dédiées à faire un follow-up candidat. Et en gros, c'est quelque chose auquel je déroge pas du tout. Mais en fait, même si j'ai rien à dire à mon candidat parce que j'ai pas eu de retour ou parce que c'est les vacances, etc., je lui dirais désolé, j'ai pas de retour à ce stade. Voilà les premiers retours que j'ai eus. Pour les autres, je te reviendrai maximum dans 7 jours. Et en fait, ça me permet d'avoir de la visibilité et de pouvoir rester en lien en continu parce que même ça te permet aussi d'avoir de suivre en fait les processus autres que le candidat peut avoir en face et de pouvoir t'ajuster et t'adapter parce que ça aussi c'est important. On oublie souvent que les candidats ont autre chose à côté et qui peuvent changer la donne. Autre chose que je fais, c'est en fait, faire du feedback concret au candidat sur sa recherche. En gros, lui donner de la visibilité sur le marché, lui expliquer que pour cette recherche, par exemple, il faudrait qu'il ait cette compétence. Si je prends par exemple des profils qui viennent de grands groupes, bien souvent, les startups sont assez frileuses de ce type de profil parce que peur qu'ils ne s'adaptent pas à une structure plus petite, qu'ils ne soient pas suffisamment hands-on, par exemple. Et ce que je demande à ces profils, c'est oui, le move de grands groupes à startup est possible. Maintenant, il faut se créer une culture startup, se rapprocher de l'écosystème, échanger avec des personnes qui font le rôle cible pour bien comprendre les enjeux et pour bien se rendre compte de la réalité de ce que ça va être d'aller en startup. Parce que c'est chouette, on va avoir de l'impact, on arrive dans une structure où vraiment on va sentir que notre job a du sens. Mais en fait, il y a plein d'autres choses que ça induit, pardon. Et en gros, bien souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Et par exemple, ça, c'est un conseil que je leur donne. Et des fois, ils reviennent en me disant, bon, effectivement, une start-up, ça m'irait pas. En fait, il me faudrait une scale-up. Donc ça, c'est une chose que je fais. Une autre chose, c'est en fait, tout simplement conseiller les candidats sur comment être un meilleur candidat, comment mieux vivre les processus de recrutement. C'est un exercice qui est pas facile de parler de soi et de savoir se vendre. Tout le monde ne sait pas le faire. Et des fois, j'ai des candidats qui ne savent pas comment commencer leur présentation, ne savent pas quoi dire. Et
parfois même se dévaluer en entretien. Et pour moi, ça, c'est juste un manque d'entraînement ou de connaissance de comment présenter les choses. Et je trouve ça en tout cas dommage de pénaliser un candidat parce qu'il ne sait pas se présenter, alors que derrière, il a un super parcours, des choses à mettre en avant. Donc je prends le temps aussi de leur expliquer que déjà, on se dévalorise pas en entretien, parce que ça met pas les choses en avant. Enfin, l'humain va bloquer sur ce qui est mal, et forcément, ça donne pas une bonne image. Et puis, par exemple, de structurer ces choses par compétences, etc. Et une dernière chose que je peux partager, c'est être toujours clair et honnête sur le processus de recrutement, ce qu'on pense de la candidature, même ne pas hésiter à dire là, en fait, je pense qu'on n'est pas tout à fait arrivé au stade où le candidat peut aller vers ce type de poste et qu'il faut un peu plus de seniorité. Enfin, juste être dans une relation où on est honnête, clair, et on a une relation de confiance qui commence à se construire par la suite. Ok, donc si je résume ce que tu dis là, et ça fait plein de choses. Déjà, si tous les recruteurs et recruteuses aujourd'hui faisaient ça, on gagnerait pas mal de points. On se ferait moins peut-être bâcher sur LinkedIn. Donc tu t'engages à un délai de réponse, un peu une sorte de SLA quand t'as des services, donc de 7 jours. 2, du coup, t'as ce côté feedback que tu donnes régulièrement. 3, tu le fais de manière aussi hyper transparente, et du coup, t'as pas peur de dire les choses qui peuvent blesser ou fâcher, mais du coup, t'es honnête avec eux. Et du coup, 4, tu les aides. En fait, ton but, c'est pas juste de les interviewer et t'assurer du coup, tu vois, qu'il y a un match ou pas, mais c'est d'aller plus loin et de les rendre des meilleurs candidats, des meilleures candidates. Donc tu fais ces 4 choses-là. Ça marche? Bah écoute, je crois que ça marche. Ma hantise aujourd'hui, c'est d'avoir un candidate bashing, ou un recruteur bashing, et qu'en fait on me dise ce qu'on voit sur LinkedIn, comme tu dis, cette recruteuse, en fait, elle est trop nulle, ça s'est super mal passé, etc. Ce n'est pas encore arrivé, donc je touche du bois. On n'a pas de bois, mais je touche du bois que ça ne m'arrive pas, et que en fait, j'arrive quand même avec cette relation de confiance qu'on puisse me dire, en fait, j'aurais attendu ça de toi, ou qu'on me pose la question, plutôt que d'aller dire que j'ai pas été à la hauteur au moment de l'entretien, quoi. Oui, après, c'est la peur, je pense, de tous les recruteurs, justement, de se prendre ce bashing sur LinkedIn, mais du coup, tant que tu respectes tes principes, que tu t'y plies, il y a aucun risque. Et tu m'as même envoyé, alors du coup, je vais les lire, je trouve ça rigolo de faire ça. Tu m'as envoyé du coup 2 exemples de retours qu'on t'a fait par mail. Donc une personne, par exemple, qui te dit: pour répondre à ta demande de feedback, parce que du coup tu demandes des feedbacks, ce qui est genre trop bien de faire, voici mes quelques remarques: très bonne prise de contact, tu mets ton interlocuteur à l'aise, très bonne réactivité et suivi post-échange, très bonne connaissance et richesse de l'écosystème, permet de revenir vers elle souvent pour son avis, parce que genre trop bien, du coup en gros ils te prennent comme une experte en fait, et du coup ils viennent te voir pour des conseils, ce qui pourrait être encore mieux, après ils te donnent même des pistes d'amélioration. Et une autre personne qui te dit: posture friendly mais très professionnelle, là du coup c'est la phrase que j'ai adorée: un pré-recrutement sérieux, optimiste, mais tout aussi engageant et responsabilisant. Le contrat est des 2 côtés, je t'aide comme candidat, mais tu joues le jeu. Ça, c'est dingue comme retour. En gros, c'est une sorte de gagnant-gagnant. Plus le candidat, la candidate est transparent, plus toi, tu vas les aider et tu vas trouver vraiment la bonne opportunité pour eux. Exactement. En fait, c'est assez drôle que cette personne ait écrit ça comme ça, parce que c'est vraiment ce que j'attends. En fait, pour moi, c'est une relation gagnante-gagnante. Et même si ça se fait pas maintenant, dans 2 ans, ça peut le faire. Et j'essaie d'aller plus loin. Bien sûr, j'ai aussi le truc de vouloir closer un recrutement tout de suite. Ça fait partie du métier. Mais en fait, ça marche aussi sur du plus long terme. Par exemple, tu vois, j'avais rencontré une candidate qui cherchait un poste de CFO en juin, et en fait ça marchait pas, je trouvais rien et ça collait pas, et en fait j'étais là, ça marchera pas. Et 6 mois plus tard, je fais un brief sur un poste de CFO, et là je dis en fait ça colle, c'est ce qu'elle veut. Je la rappelle, ils ont vu que sa candidate et elle est allée dans cette start-up, tu vois. Et ça, c'est un exemple de comment en fait quand tu crées cette relation, après tu reviens 6 mois plus tard, ça marche, et ça fait de belles histoires finalement. C'est trop chouette. Et du coup, tu as des retours comme ça, je pense que tu en as plein. Bon, là, tu m'en as envoyé 2, mais on aurait pu en trouver plein d'autres. Est-ce que du coup, tu as des exemples en plus pour les gens qui nous écoutent, qui se disent: ok, je suis convaincu, je vois que ça marche, c'est pas si compliqué à faire. Est-ce que du coup, tu as des conseils en plus à faire pour comment faire ce CARE en entretien?
Alors du coup, il y a un TED Talk que j'aime beaucoup de Céleste Idli, je sais pas si je prononce ça bien sera en description. son nom de famille, qui explique comment bien mener un entretien. Et elle décrit 6 ou 7 manières, choses à garder en tête pour mener un entretien. Moi, j'en garde 2 en tête. La première chose, c'est de toujours aller en entretien en se disant que le candidat va nous apprendre quelque chose et être très curieux de la personne, et que ça soit quelque chose sur son métier ou sa vie personnelle, loisirs, peu importe, et d'aller avec un regard très curieux comme un enfant qui poserait des questions très innocentes. Et puis la deuxième chose, c'est le questionnement. Moi, j'ai été formée à la questionologie, on dirait la scientologie. Mais qu'est-ce que c'est la questionologie? La questionologie, c'est l'art de poser des questions, et c'est en fait poser des questions ouvertes, donc qui, quoi, comment, pourquoi, et en gros, en posant des questions comme ça, tu creuses et en fait tu vas chercher le fond de ce que les gens te disent en surface, et ça rend ton échange beaucoup plus intéressant, et tu découvres des choses que les gens ne vont pas te dire en surface juste en te demandant pourquoi vous avez fait ce poste ou quelles étaient vos missions, mais en continuant à creuser, ça rend l'entretien très intéressant. Ce que je fais d'autre aussi, c'est en début d'entretien, j'explique le déroulé de l'entretien pour donner de la clarté. Et en fait, c'est quelque chose qui déstresse le candidat parce que il sait ce qui va arriver et que ça va pas lui tomber dessus comme ça. Et souvent, je leur explique dès le début que je leur ferai du feedback à la fin. Donc, ils peuvent déjà se conditionner à ce qu'ils auront une réponse à la fin de l'entretien. Et arrivé au moment du feedback, je leur explique tout simplement, alors là, je vais te faire du feedback, est-ce que c'est OK pour toi ? Je valide bien qu'il sait que je vais lui faire un retour. Et du coup, je lui fais le retour. Si je n'ai pas le temps de le faire, on replanifie un moment pour que je le fasse en bonne et due forme. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Autre chose, c'est quand je sens que le candidat a un doute ou hésite à un moment ou veut pas forcément me dire les choses, en fait, j'adresse le sujet. En fait, c'est jamais une bonne idée de passer le truc sous le tapis et faire comme si j'avais pas vu qu'il hésitait sur me dire sa REM, par exemple. En fait, j'adresse complètement le sujet en lui disant, bon, je sens qu'il y a une hésitation là, quel est le sujet ou comment je peux t'aider sur ça ? Quelle est la réflexion que tu as à ce propos ? Et après, on réfléchit ensemble sur ça. C'est hyper rassurant de faire ça, parce que du coup, souvent, tu as des sortes de, soit de billets que tu peux avoir en entretien, où du coup, je te dis, tu passes à ton collègue suivant en mode, je suis pas sûr, j'ai senti un doute sur ça, mais du coup, toi, plutôt que de dire ça, du coup, tu t'assures de plus avoir de doute. Donc, en théorie, est-ce qu'à la fin de tes premiers entretiens, t'as zéro doute presque, enfin, le moins possible en tout cas? A priori, non, j'en ai pas. Après, t'en as toujours qui peuvent arriver parce qu'on te pose d'autres questions, et moi, je fais quand même des entretiens de 30 minutes avec mes candidats, donc ça reste relativement court. Je peux pas tout creuser, mais en tout cas, je laisse pas planer le doute sur des choses que je peux entrevoir ou que je trouve pas bizarres, mais sur lesquelles je me pose encore des questions, quoi. Okay. Et comme je le disais tout à l'heure, dernier point mais vraiment important, c'est cette discipline sur le follow-up. C'est vraiment, même si après 2-3 fois on se rend compte qu'on n'arrive pas à avancer ou qu'on n'a pas de retour, c'est vraiment dire au candidat, écoute, maintenant je te laisse le choix de soit rester motivé pour le processus de recrutement, soit de me dire que tu préfères dropper, et dans ce cas-là, on remet les clés dans les mains du candidat et il n'est plus en train de subir le processus de recrutement, quoi. Ok. Et ça, c'est quoi? T'as 1 heure par semaine où tu fais que ça? Comment tu t'assures en fait de pas le faire? Parce que typiquement en termes de priorité, répondre aux candidats, souvent c'est classé comme la dernière des priorités, surtout si c'est pour dire non par exemple à des gens. Comment tu t'assures de vraiment faire ça? Alors pour moi c'est pas la dernière des priorités quand même, mais du coup c'est mon point, enfin ça c'est mon point de vue. Ce que je fais, c'est que déjà si t'as pas le temps, par exemple, dans la semaine et que tu vois une question d'un candidat qui arrive, je sais pas, le mardi et que t'es super occupé, moi, par exemple, j'ai mes plages le vendredi après-midi, je fais 2 heures, de 15h à 17h, où je réponds à mes candidats. En fait, ce mail, je vais le mettre en non-lu et il restera en non-lu tant que j'aurai pas répondu à cet email. Et vraiment, je fais cette discipline-là par rapport à ça. Et après, en fait, je me fais des reportings, en fait, où je sors les candidats que j'ai rencontrés sur les 60 dernières
derniers mois. 60 derniers mois, 60 derniers jours. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en fait, je parcours la liste. Bon, j'ai de la chance, j'ai une très bonne mémoire pour ça. Donc, je me souviens rapidement de là où ils étaient, ce qu'ils ont fait et comment on a échangé, enfin, sur quoi et comment on a échangé. Mais en fait, on a tous des notes, on a tous pris des notes. Et franchement, en 2 heures, c'est plié, ça se fait. Ok. Ouais, donc du coup, t'as vraiment ce slot-là, ce créneau-là que tu te réserves toutes les semaines et tu t'assures de faire tout ça. Et une fois du coup que t'as fait tout ce que tu viens de dire, en fait, t'as la confiance de tes candidats et donc en fait, tu peux commencer à faire ce fameux nurturing. Donc du coup, à travers le temps, tu vas pouvoir garder un lien entre entreprise et candidat. Comment tu fais ça? Enfin, tu sais, c'est la question de tous les recruteurs et recruteuses, c'est le vivier. Qu'est-ce que je fais de mon vivier? Comment tu fais toi au quotidien pour l'entretenir, pour qu'il soit... C'est le cœur de ton quotidien, donc comment tu fais ça? Alors du coup, ce vivier, moi je le vois vraiment comme une base de prospects. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des sales, en fait. Et en fait, ce que les sales font avec leur base de prospects, c'est faire en sorte que cette base de prospects pense à eux tout le temps et qui soit le premier truc qui vient à l'esprit lorsque la personne cherche une solution qui est la leur. Donc moi, en gros, mon objectif, c'est que quand mon candidat ou ma candidate va chercher un nouveau job, ils se disent j'ai échangé avec Elodie il y a X temps, j'ai adoré cet échange et je sais que potentiellement elle pourrait avoir des opportunités, donc pourquoi pas échanger avec elle et que je sois une des personnes qu'elle va contacter en premier, en amont de sa recherche pour discuter. C'est un peu le numéro enregistré sur le téléphone, t'as leur famille, leurs amis, leur maman, leur papa, et t'as pouf, tu vas avoir Elodie, ah ouais, il faut que je cherche un job, je le contacte. Idéalement, oui, ce serait ça, quoi. Ok. Et en fait, ça marche pas mal. Là, tu vois, j'ai 1 an de recul et ça me revient pas mal où des candidats m'écrivent assez spontanément. J'ai pas encore de data précise là-dessus, mais tu vois, là, sur le dernier mois, j'ai au moins 3, 4, 5 candidats qui me sont revenus spontanément. Et je pense que du coup, tu vois, au fil de l'eau, en fait, ce sera de plus en plus fréquent parce que c'est comme je te dis, c'est une base de prospects. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme et qui te revient en effet boule de neige dans le temps, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que ça, c'est... Après, je pense que tu me diras comment tu fais vraiment concrètement ça, mais est-ce que tu penses que c'est applicable à tous les métiers de recruteurs? Tu sais qu'aujourd'hui, on pourrait dire que tu as les recruteurs en ESN, tu en as en entreprise finale, tu en as du coup qui font de la chasse dans des cabinets, et tu pourrais même dire que tu as l'intérim derrière, tu vois aussi, tu as plein de... Est-ce que tu penses que ce que tu fais là, ça peut être transposable dans tous les types de jobs? Alors... Je vais essayer de m'avancer parce que j'ai pas fait tous les jobs de recruteur dans toutes les configurations que tu as décrites. Moi, je pense qu'à différents niveaux, oui, tu peux le faire. Enfin, par exemple, je pense qu'un recruteur en cabinet de recrutement ou cabinet de conseil, ça s'y prête. Là, c'est leur boulot, ouais, clairement. Complètement. En in-house, je pense que ça s'y prête tout simplement parce que les postes se renouvellent ou il y a de nouveaux postes similaires qui sont ouverts. Donc, non, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. C'est juste de la discipline et juste changer de prisme parce que quand on est formé en tant que recruteur, on est formé à aller chercher des nouveaux candidats. C'est moi la première. Quand j'avais une fiche de poste, je me disais, ok, comment je vais aller trouver des nouveaux candidats avant de juste regarder ce qui se passait déjà chez moi. Et puis, il faut être outillé. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'outils, mais j'arrive à le faire. Et je sais qu'il y a de très bons outils sur le marché qui, du coup, permettent de le faire et d'être mieux accompagné que je le suis. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuses, quoi. Ok, donc tout le monde pourrait le faire dans l'absolu. Et donc, concrètement, comment tu mets ça en pratique? Là, tu dis, t'as ces gens que tu suis sur le long terme. C'est quoi ce que tu fais, ce que tu mets en place de manière en one shot ou juste de manière continue pour faire ça, pour que ça marche? Alors, j'ai plusieurs choses que je peux partager. La première, c'est j'ai lancé une newsletter. Félicitations. Donc là, c'est une petite newsletter. En gros, on a aujourd'hui un peu moins de 600 personnes qu'on a rencontrées sur
2 dernières années. Les 600, c'est tous les gens du coup que tu as au moins un premier échange avec eux, et du coup tu les gardes ceux-là, et donc c'est des gens qui te connaissent vraiment, enfin ils se souviennent d'avoir échangé avec toi ou avec la personne qui, je sais pas, qui était là avant et qui fait le même job que toi. C'est ça. Mais du coup c'est des gens qui ont vraiment un lien fort avec Serena. Oui. Ok. Bon, enfin, amis bien sûr l'année, savent, parce quoi. qu'avec moi, je suis arrivée il y a un an, Bien mais sûr. effectivement, ils ont Ok, eu trop chouette. au moins un échange avec un membre de l'équipe de Serena, oui. Ok. Et en fait, l'objectif de cette newsletter, c'est de rester top of mind de ces candidats. On l'envoie tous les trimestres. Et en fait, on tient au courant de l'actualité de Serena. On met en avant des jobs qui ne sont pas forcément postés sur les job boards de nos startups et qui sont un peu cachés. Et en fait, on partage aussi du contenu parce qu'on a pas mal de contenu sur le recrutement et autres sujets pour un peu les alimenter et partager un peu de la valeur qu'on apporte nous en tant que operating team. Ouais. Ensuite, j'ai une autre technique qui est d'ajouter tous mes candidats sur un projet LinkedIn recruteur. Ok. Enfin, ça fait un peu la stalkeuse, mais du coup, ça me permet d'avoir des notifications quand ces personnes sont de nouveau à la recherche. Et mine de rien, ça permet d'être le premier en fait à dire, en fait, la personne elle est à la recherche. Je lui envoie un message en lui disant, je vois que tu es à la recherche, on a discuté il y a X temps, qu'est-ce que tu dis de se reparler? Ça prend 2 minutes. En fait, c'est au moment où tu t'ajoutes le candidat sur ton réseau, tu l'ajoutes aussi dans ton dossier, je sais pas, prospect, candidat à rappeler sur LinkedIn Recruteur, et tu as cette notif qui est assez utile finalement. Ok. Et puis, j'hésite pas à déjeuner et à prendre des cafés avec mes candidats. Donc ton dernier outil, c'est l'humain, quoi. Exactement. Okay. Et on a quelqu'un dans l'équipe, c'est Bertrand, qui chez Talend, lui, en tant que PDG, en fait, il se gardait de déjeuner ou prendre un café avec une nouvelle personne 2 fois par semaine. Okay. Et en fait, ça se fait du réseau. Et en fait, c'est une très bonne pratique. Bien sûr, et même à l'intérieur de sa boîte, mais aussi entre différentes boîtes, tu as des boîtes, typiquement quand je travaillais chez L'Oréal, c'était un rituel. Enfin, la culture L'Oréal, c'est tous les midis, tu dois déjeuner avec des gens qui sont des gens que tu connais pas et pour te créer un réseau. Après, voilà, on aime ou pas faire autant de déjeuners avec des inconnus, ça dépend des personnalités. Ok, donc du coup, en vrai, tu mixes ça et on pourrait dire que c'est un peu d'inbound avec justement la newsletter où les gens vont venir te contacter suite à réception. Je suis intéressé. De l'outbound, du coup, tu vas aller voir les gens du coup sur LinkedIn, tu fais ton suivi. Et du coup, la touche humaine où tu vas rajouter des cafés, des déj, ce que tu veux. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça permet de soit mettre au courant les gens des choses, soit toi aller voir particulièrement des gens que tu veux avoir. Ça fait beaucoup de choses. Admettons, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit vraiment, je suis convaincu, je veux mettre en place du nurturing. Tu aurais quoi comme conseil pour commencer de zéro? Quelqu'un qui n'a rien de rien. Alors, quelqu'un qui n'a rien de rien, j'étais comme ça il y a 1 an, pour tout te dire. Et en fait, moi, je pense que déjà, il faudrait définir ses objectifs et se dire je serai content si quoi. Tout simplement parce que c'est quelque chose de plutôt long-termiste. Et en fait, si on se définit pas des objectifs, mine de rien, en fait, quand on est dans l'opérationnel, on se dit mais en fait pourquoi je fais ça, j'ai pas de retour tout de suite. Enfin, il m'est arrivé d'envoyer des newsletters où en fait on me contactait pas après. Et en fait, tu te dis, t'as quand même passé une demi-journée à l'écrire, à la structurer, et puis l'envoyer, et en fait, il se passe rien. Et en gros, avoir une vision long-termiste et se dire qu'en fait, on veut pas un résultat tout de suite, mais c'est sur la durée que ça paye, et que ça paye vraiment, mine de rien, te permet en fait de garder le cap et de continuer à garder tes rituels et à faire tout ça finalement. Et pour juste revenir sur ce que je disais avant avec les déjeuners, cafés, etc. L'autre truc très cool, c'est qu'en fait, mes candidats me cooptent d'autres candidats, en fait. Trop bien. Donc, non seulement en travaillant sur ton vivier, ces gens te reviennent, mais en plus, ils te cooptent d'autres gens parce qu'ils ont eu une bonne expérience et ça te fait encore plus de candidats. Donc, ça, c'est assez chouette aussi. Ok, ouais, donc du coup, tu commences par le pourquoi tu fais les choses. Alors, quand tu y penses, ça devrait être la même question qu'on se pose avant chacune des choses qu'on fait en recrutement. Dans le premier épisode de Tam Tam, on parlait justement de quoi faire pour trouver un outil. C'est quoi les questions avant de choisir un outil pour faire de la chasse ou autre. Et souvent, on oublie, en fait, on se précipite, on fonce dans le tas avant de dire à quoi ça va me servir de faire ça. Donc, toi, ton conseil, c'est la même chose. À quoi, du coup, ça va te servir de commencer justement par ce côté zéro. Merci, du coup, pour cette réponse. On arrive, du coup, aux 3 questions finales qu'on pose à chaque personne qui passe par le podcast Tam Tam. La première question que je vais te poser, si tu ne devais donner qu'un seul conseil
à quelqu'un qui recrute aujourd'hui, ce serait quoi? Ton unique conseil? Mon unique conseil, ce serait de sortir de l'opérationnel. On a quand même, en tant que recruteur, un métier très opérationnel et on peut vite être happé par l'opérationnel et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui j'apprends beaucoup chez Serena. C'est juste de s'arrêter, se dire ok, je suis sous l'eau, j'ai beaucoup d'opérationnel, j'ai beaucoup de choses à faire, mais en fait prendre juste une heure, prendre du recul, se dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je priorise et comment je vais atteindre mes objectifs. Et en gros, tu restructures tout ton opérationnel derrière et tu arrives à atteindre tes objectifs sans aucun problème. Donc, juste prendre ce temps, parce que je sais que c'est compliqué. On est tous très vite dans l'opérationnel. Et sortir la tête de l'eau, tout simplement. Ok. Hyper intéressant, je pense, comme conseil, et malheureusement on le fait pas assez, comme tu le dis, quand t'as vraiment beaucoup de boulot. Et si t'es dans une boîte où t'as moins de boulot, t'as le temps de le faire, mais le gros des recruteurs et des recruteuses aujourd'hui sont juste débordés, et donc c'est compliqué. Deuxième question, admettons demain, je te le souhaite pas, mais tu échoues sur une île déserte, je te donne deux choses, je te donne un tam-tam, et je te donne le contenu de ton choix. Ça peut être un podcast, un article, un livre, vraiment tout ce que tu veux, même une personne, un objet, peu importe. Okay. Qu'est-ce que tu prends avec toi en plus du tam-tam sur une île déserte? Alors moi, ce que je prends, ce serait le livre de Erin Meyer qui s'appelle The Culture Map. J'adore ce livre parce qu'en fait, elle ouvre les perspectives sur les différentes cultures. Alors, c'est surtout un livre de management parce qu'ils expliquent comment manager différentes choses chez les employés et en fait, en tant que manager, comment dealer avec les différentes attentes. Et je trouve qu'en fait, ça s'applique aussi au recrutement puisque finalement, quand on recrute avec différentes cultures, qu'on veut recruter worldwide, en fait, on peut pas faire un entretien de la même manière avec un Français qu'on en ferait un avec un Américain ou quelqu'un qui est allemand, enfin, vraiment pour le coup. Et moi, ça m'a pas mal ouvert les yeux là-dessus, parce que du coup, on a des prismes différents et j'attaque pas les entretiens de la même manière, du coup. Donc, ouais, je pense que je prendrai ce livre parce que à chaque fois, j'ai un nouveau truc qui me vient en me disant « Ah, la prochaine fois, je testerai ça, quoi. » Ok. The Culture Map de Erin Meyer. On mettra évidemment le lien en description. C'est là où il parle notamment de tout ce qui est la théorie des pitch et coconut, où tu as des gens qui sont plus ou moins accessibles de l'extérieur, mais après tu mets du temps avant de gratter jusqu'à leur désir, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils veulent vraiment, et inversement. Ok, très bien. Dernière question. C'est la question balance ton tam-tam. Tu le sais, le but est de mettre en avant des personnes qui font du recrutement, qui le font bien, qui font les choses différemment et qui méritent d'être encore plus entendues que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander qui devrait prendre ta place pour un prochain épisode derrière ces micros? Oui, alors moi j'aimerais bien entendre Clémence Pérussel qui est HR manager chez Joy, tout simplement parce qu'elle a un parcours atypique ou différent ou comme on veut, mais en tout cas elle a pas commencé en recrutement, pas en ressources humaines à la base, et elle est aujourd'hui recruteuse et HR manager, et en fait elle a une vision du recrutement complètement différente de ce que toi, moi on peut avoir parce qu'on a commencé dans ça, et je pense qu'elle a plein de choses à partager de différents sur cette pratique. Bah écoute, coucou Clémence, si tu nous écoutes, et du coup je t'enverrai évidemment un message dans les jours qui viennent, peut-être que tu entendras le message avant que tu entendras ce petit mot. Merci du coup Elodie d'avoir mentionné Clémence. Merci du coup d'avoir été là pour cet épisode. On a passé un peu plus d'une demi-heure ensemble, et je te remercie grandement parce que je pense que les conseils que tu donnes sont extrêmement activables et concrets pour les gens qui font du recrutement aujourd'hui. Je te souhaite du coup de passer une excellente fin de journée. Et peut-être avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, ou est-ce que du coup on se laisse sur les belles paroles de la mention de Clémence? Bah écoutez, pour ceux qui cherchent un job, contactez-moi, c'est Elodie Charles, et je serai ravie d'échanger avec vous, ou même prendre un café ou déjeuner, n'hésitez pas, je suis très accessible. Eh ben merci, du coup on peut te contacter si on recherche un job. Je connais des gens en ce moment qui cherchent des jobs, je vais t'envoyer des messages. Merci à toi d'être venu, je te souhaite de passer une excellente journée, et merci d'être là sur Tam Tam. Merci Léo. De rien. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là à Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur.
Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.